Je vous remercie infiniment, d'une part, pour la charmante invitation à être avec vous cet après-midi et à partager des réflexions en lien avec les obligations juridiques dans la gestion des risques. Le rôle symbolique du droit, lorsqu'on est dans la sphère de l'éthique, souvent on vous dit c'est un idéal, c'est ce qui devrait être. On espère modifier des comportements en fonction de valeurs fondamentales qui sont reconnues dans la société. On veut les voir véhiculées dans nos comportements de tous les jours. On veut se les approprier, les faire siens et arriver à avoir ce monde juste, équitable. Par ailleurs, on va toujours dire dans l'approche du milieu juridique que le droit, c'est ce qui doit être. On adopte des législations, que ce soit loi, règlement, et l'objectif, c'est d'arriver encore une fois à avoir un comportement qui va être le vôtre, mais cette fois-ci, vous n'avez plus le choix. Et des exemples que je vais vous montrer, c'est que souvent est associé au droit des sanctions. Si vous ne respectez pas la règle, alors on va vous taper sur les doigts parce qu'on considère que la société a établi que ce sujet méritait qu'on s'y attarde, qu'on cristallise les valeurs de la société dans un texte qui établit des normes, des règles, une façon de faire à laquelle vous devez adhérer. Et dans ce cas-ci, vous ne pouvez pas invoquer, lorsqu'on parle de santé et sécurité au travail, vos convictions personnelles en disant « cette norme, cette règle, elle est superflue », on va vous dire « dans le milieu où vous œuvrez, voici la norme et vous devez la respecter ». Alors qu'au niveau de la morale ou de l'éthique, comme c'est un souhait, on peut toujours dire « j'y adhère » ou plus ou moins, ou « je veux promouvoir cette façon de faire ». L'encadrement normatif, je vous ai dit que j'avais utilisé juste un texte juridique, c'est celui de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Lorsqu'on regarde sur le site, on est tout de suite estomaqué en voyant que cette loi est associée à au-delà de 30 règlements. Et il y en a un avec lequel je vais travailler plus particulièrement, qui est le règlement sur la santé et la sécurité du travail. On trouve une multitude de codes de pratique qui sont de la nature de documents administratifs, qui sont aussi là pour orienter vos façons de faire et vous permettre de savoir quelles sont les règles particulières. Lorsque le législateur, puisqu'on parle de texte juridique de loi, décide d'adopter un texte, c'est à sa face même un message qu'il lance aux citoyens, à la société civile, à l'effet que ce thème-là, il le considère important. Et il en vient à établir des règles. Et dans ce cas-ci, il a un double message, parce que lorsqu'on voit l'article 4, il en a fait une loi d'ordre public. Donc, tous sont assujettis. Et ce que vous pouvez faire, c'est uniquement bonifier les règles. Donc, il vous dit, à vous tous et à nous, les citoyens, que c'est le minimum auquel il s'attend de la part à la fois des employeurs et des travailleurs pour assurer la santé et la sécurité au travail. Comme je vous le disais, il veut vous convaincre, mais il sait qu'on est tous des humains et que même si on est plein de bonne volonté, comme laissait encore entendre le professeur Weinstock, il arrive que quelquefois on peut être déviant. Et pour éviter ça, vous allez voir que dans la loi, on arrive avec des sanctions. Et on sait que une fois n'est pas coutume, alors ça se peut qu'on tombe plus d'une fois. Alors on a ce régime où on va vous dire la première fois, mais voici l'amende, voici les pénalités. Et la deuxième fois, et évidemment, comme on veut changer des comportements, alors on va avoir des sanctions qui vont être graduées en fonction de ce que vous faites. L'objectif ultime de cette loi, c'est, il faut se le rappeler parce que c'est important, c'est au cœur des discussions d'aujourd'hui, c'est éliminer à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Et lorsqu'on regarde à la fois le texte juridique, la loi en tant que telle, qui est quand même assez imposante,
Mais lorsqu'on parcourt tous les règlements, on voit à quel point atteindre cet objectif-là demande une attention particulière, demande des règles minutieuses, une façon de vous présenter lorsqu'on essaie de trouver les modes dans votre vie quotidienne pour atteindre l'objectif ultime qui est présenté dans la loi. Alors, j'ai pensé tout d'abord vous rappeler ce que vous connaissez tous, qui sont les obligations générales de l'employeur, et vous allez voir que le législateur, dans ce cas-ci, fait pas preuve de beaucoup d'originalité. On a l'impression qu'il veut frapper sur le clou et vous rappeler constamment cet objectif ultime, donc il va utiliser le même vocabulaire. Alors, il va vous dire, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Et il va poursuivre en disant, bien voici, je vais vous donner des exemples. C'est très fréquent dans les textes juridiques, cette façon de faire. Il va vous dire, il doit notamment, ce qui laisse entendre qu'il y a une énumération, mais une énumération qui n'est pas fermée, c'est à titre illustratif. Alors, le 5e paragraphe nous dit, utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur. Effectivement, lorsqu'on parle de gestion des risques, c'est notre objectif, en bout de piste, ce qu'on veut faire. On poursuit au paragraphe 8 en disant « s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail. » Et le législateur prend la peine de définir ce qui est contaminant, et à cet égard, le législateur est souverain. Alors, s'il n'y a pas concordance entre la définition qu'on retrouve dans le texte législatif et dans le petit Robert, et vous devez appliquer la loi, référez-vous à la définition du texte législatif. Alors, dans ce cas-ci, on constate que la définition, elle est très large parce que le contaminant, c'est à la fois une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation, ou toute combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière que ce soit la santé ou la sécurité des travailleurs. On poursuit, c'est beau d'être sensibilisé, de vous vouloir contrôler, mais on a insisté aussi sur l'importance d'informer. Alors, j'ai beau mettre sur pied des mesures, il faut que les gens soient au courant. Donc, le paragraphe 9 nous dit « informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation. » Donc, il y a un niveau supplémentaire. Il ne suffit pas juste de placarder dans le corridor pour dire « attention, attention, vous êtes dans une zone dangereuse ». Il faut aller plus loin et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriée. Le paragraphe 11 dit effectivement fournir gratuitement aux travailleurs tous les moyens et équipements de protection individuelle choisis par le comité de santé et sécurité et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements. On prévoit aux articles 58 et 59 un programme de prévention et pour être certain de tout couvrir, on a un règlement spécifique sur le programme de prévention. On prévoit la création d'un comité de santé et sécurité au travail et un représentant de la prévention pour, encore une fois, avoir ces sentinelles qui vont pouvoir nous fournir de l'information, s'assurer que les mesures qui sont en place vont être respectées. Je vous disais que le législateur n'est pas très original, il utilise toujours les mêmes termes. Alors, lorsqu'il revient aux articles 58-59, il va dire « l'employeur doit faire en sorte qu'un programme de prévention soit mis en place, lequel a pour objectif éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité des travailleurs. » Donc, encore une fois, exactement le même libellé pour être certain qu'il n'y a pas de confusion dans vos esprits. C'est le message que veut vous transmettre le législateur. Même dans ces petits gestes quotidiens, le législateur a pris la peine de vous donner des informations, des indices, des exigences. Alors, premier cas, risque biologique. Alors,
ensemble, on s'entend pour dire que d'une part, il y a des agents infectieux, alors on les connaît, virus, parasites, champignons, moisissures, bactéries, les plantes, insectes, oiseaux, animaux et même les humains peuvent être la source d'agents infectieux. Les agents allergènes, pollen, venin d'insectes, acariens, les poils, salive d'animaux, et il y en a une longue liste. Dans un guide, la CSST, Guide de gestion des risques biologiques, on nous présente une démarche face aux risques biologiques et on nous dit que c'est important d'avoir une organisation de prévention, des méthodes de travail sécuritaires, des moyens et équipements de protection. Encore une fois, on revient sur formation et information. On a le cas de la vaccination préventive, parce que compte tenu des agents infectieux dans certaines mesures, c'est ce qu'il faut faire. Le plan d'action post-exposition, quelquefois, malheureusement, ce qu'on a mis en place n'a pas permis d'éviter un événement malencontreux. Donc, il faut revenir et puis faire une analyse de la situation, prévoir un comportement face à de telles choses. J'ai, je pense, choisi la démarche qui est probablement la plus simple lorsqu'on parle de prévention face aux microbes, et c'est le lavage des mains. Et pourtant, ce geste que vous faites probablement de façon automatique, régulièrement, souhaitons-le, amène dans certains milieux des changements de comportement. Et je me souviens, pour avoir travaillé dans un groupe de travail qui a préconisé le lavage des mains, que certains étaient offusqués à ce qu'on demande de faire une telle chose parce qu'on considérait que c'était une mesure d'hygiène tellement rudimentaire qu'on n'avait pas à avoir une politique en lien avec le lavage des mains. Pourtant, le législateur considère que c'est très important. D'ailleurs, dans le fameux règlement sur la santé et la sécurité au travail, à l'article 163, il va vous dire « produits destinés à assurer l'hygiène ». On va vous dire « dans les salles de toilette, les produits suivants doivent être mis à la disposition des travailleurs, du savon ou une autre substance nettoyante, des serviettes de papier, des séchoirs à main ou des essuie-mains enroulables. Et dans tous les cas, lorsqu'on utilise des serviettes de papier, bien, des paniers qui sont destinés à recevoir les serviettes après usage. » Donc, même ce qui semble être un geste très banal, le législateur prend la peine de vous rappeler que pour lui, c'est une façon de favoriser la santé et la sécurité au travail. Et si on regarde au niveau de la formation, on a des belles affiches qui nous expliquent comment se laver les mains. Donc, encore une fois, il y a l'obligation de fournir ce qu'il faut pour le lavage des mains, mais il y a aussi cette formation, et on va ça le placarder dans les salles de toilette, tout près de la salle de toilette, pour rappeler aux gens que ce n'est pas juste 3 secondes, puis on a respecté la règle. Non, il y a une façon de faire si on veut vraiment éliminer nos micro-organismes, nos agents infectieux. La deuxième composante, c'était les risques chimiques. Et encore une fois, on peut les identifier dans des textes qui sont fournis. Alors, il y a les matières dangereuses, ce qui inclut nocives, toxiques et corrosives. Il y a les matières combustibles, inflammables, explosives, gaz, fumée, liquide, solide, brouillard, et poussière, fibres, etc. Dans ce cas-ci, j'ai tout de suite pensé à l'obligation qu'on vous fait de l'étiquetage, de la signalisation pour informer les gens qui sont dans un environnement où ils sont susceptibles d'être en présence de tels produits qui impliquent un comportement préventif particulier. Mais il y a aussi des exigences plus particulières. Et j'ai pris, par exemple, la poussière. Alors, c'est ça mon balai, et pour vous illustrer la poussière, où on a des mesures pour le changement d'air. Et dans le règlement sur la santé et la sécurité du travail, on nous dit que tout système de ventilation mécanique installé dans un établissement doit être en mesure de procurer le nombre minimal de changements d'air frais à l'heure indiqué dans l'annexe 3. Et on voit encore une fois la préoccupation pour différents types de substances de vous indiquer une norme. Alors, on était avec des risques qui étaient avérés, connus. Alors, les micro-organismes, la nécessité de se laver les mains,
Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Alors, je me suis interrogée, est-ce que les textes juridiques tels qu'ils existent, parce que je vous ai dit qu'on cristallise des valeurs de société, on met des balises dans des comportements, est-ce qu'ils sont assez flexibles pour s'adapter au développement technologique? J'ai choisi les nanotechnologies pour 2 raisons. D'une part, parce que c'est un des domaines où, avec des collègues, on fait de la recherche, et nous, on s'intéresse davantage à la gouvernance dans le secteur de la nanomédecine. Et d'autre part, la semaine dernière, je participais à la conférence internationale du réseau NELS, qui est pour nanotechnologie E à la 3, c'est éthique, environnement économique, L pour loi, et S, société. Et c'était très intéressant de voir parmi les gens qui participaient, et comme c'était international, on avait des gens qui venaient d'un peu partout, cette préoccupation de la personne qui travaille dans le développement des nanotechnologies. Donc, on n'était même pas encore en train de discuter des processus d'autorisation de mise en marché des produits, mais on se disait, il y a des gens qui sont dans les laboratoires, qui font la recherche sur les nanotechnologies, et puis il y a des gens qui sont dans la chaîne de production de ces nouveaux produits. Et qu'est-ce qu'on a comme mesure? Est-ce que ce qui existe déjà peut être adéquat? Alors, j'imagine que vous connaissez tous les nanotechnologies. La diapositive, c'est juste d'illustrer qu'on est vraiment dans un domaine de molécularisation, je pense qu'on peut dire, parce qu'on est à une petite échelle. Quand on vous dit que notre nanotube de carbone, il est 100 000 fois plus petit qu'un cheveu, et je regarde mes cheveux puis je les trouve déjà très fins, alors je m'imagine que c'est quelque chose de vraiment tout petit auquel on fait référence, et on fait aussi le parallèle avec la fourmi et avec les bactéries et l'ADN pour qu'on puisse avoir une idée de ce que c'est, puisque moi, je ne peux pas les voir, mais je sais que c'est présent. Il est intéressant de déjà savoir que oui, il y a des produits qui contiennent des nanotechnologies, mais ces produits, l'avantage des nanotechnologies, c'est justement le fait qu'elles ont de nouvelles propriétés. Et on va voir que ce fait-là, la richesse des nanotechnologies, c'est ce qui nous interpelle, parce que ce qu'on connaît du produit à l'échelle usuelle, est-ce qu'il peut s'appliquer lorsqu'on est dans la sphère des nanotechnologies? Alors, on utilise les nanotechnologies. Alors, j'avais mes jeans qui résistent aux taches. Donc, pour certaines personnes, c'est merveilleux. Les microcircuits électroniques et puis les raquettes de tennis avec les nanotechnologies, c'est aussi supposément extraordinaire. Et le secteur biomédical, bien, on va vous faire miroiter le fait que grâce aux nanotechnologies, on va pouvoir utiliser un vecteur pour pouvoir aller, ce qui est extraordinaire, aller cibler les cellules cancéreuses pour limiter au maximum les effets secondaires associés à la chimiothérapie, par exemple. On a parlé plutôt des implants. Alors, oui, on veut aussi pouvoir utiliser les nanotechnologies et, dans certains cas, comme outil diagnostic et dans l'avenir plus ou moins lointain, ce qu'on voudrait être capable, c'est d'associer à la fois le diagnostic et le traitement. Donc, en changeant le champ magnétique de notre nanoparticule, elle pourrait être là, puis être un agent pour libérer le médicament lorsqu'on a fait le test pour pouvoir savoir exactement est-ce qu'on est au bon endroit. Donc, ce qu'on nous présente, c'est tout à fait merveilleux. L'objet de cet après-midi, c'est de vous dire que ça s'en vient, et ma préoccupation, c'est de voir ensemble, est-ce qu'on est prêt à développer de tels produits compte tenu de notre cadre législatif. Je ne mets pas du tout en doute notre compétence comme chercheur, mais je m'interroge sur la protection des personnes qui vont être impliquées. Alors, je vous disais, c'est important de revenir à la notion de ce qu'est les nanotechnologies, parce qu'on voit que la structure moléculaire a un impact sur le produit final. Et j'ai choisi comme exemple le graphite. Alors ça, c'est... Bon, moi, je suis de l'ancienne génération où j'utilise encore des crayons au plomb. Donc, le graphite est dans mon crayon au plomb. Et si on voit au niveau de l'aménagement, je ne regarde jamais mon crayon au plomb comme un diamant.
Il n'y a pas personne qui fait ça. Sauf qu'au niveau du produit de base, ben, c'est aussi un diamant. Donc, on ne peut pas passer sous silence que la structure est aussi importante. Ce n'est pas juste. Et alors, ce qui est développé, qui est utilisé présentement, c'est les nanotubes de carbone. Et on s'interroge, est-ce qu'on est capable de protéger la santé et la sécurité, l'intégrité des travailleurs face aux nanotechnologies? Est-ce qu'on peut procéder par analogie? Parce que je vous ai dit dans les annexes, c'est très, très volumineux. Je suis sûre que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous les avez parcourus et on a l'impression que c'est presque un dictionnaire parce qu'il y a toute une listée des composés ou encore des produits finaux, mais vous ne trouverez pas nanotechnologie dans la liste. Donc, est-ce que je peux procéder par analogie et dire, bien, ça ressemble à, et me dire, bien, voici dans quel cadre je pourrais travailler. Alors, on nous informe que lorsqu'un travailleur est exposé à une substance identifiée à l'annexe 1 comme ayant un effet cancérigène démontré ou soupçonné chez l'humain, une telle exposition doit être réduite au minimum, même lorsqu'elle demeure à l'intérieur des normes prévues à cette annexe. Alors déjà, le législateur vous dit, et il réitère, que sa norme, c'est un minimum et que si vous pouvez faire mieux, vous devez faire mieux. Et à l'annexe 1, parce que j'ai parlé des fibres d'amiante, bien évidemment, on va retrouver les fibres d'amiante et on va nous définir des niveaux au niveau de cancérogènes. Alors, C1, c'est l'effet a été démontré chez l'humain. C2, il est soupçonné, parce que si je retourne à ma diapositive précédente, alors on nous disait que c'était soit démontré ou soupçonné. Alors, on a prévu un niveau C2. Et C3, on le fait chez l'animal et on n'est pas encore capable d'arriver à transposer à l'humain. Et bon, je pense que tout le monde dans la salle est au courant que lorsqu'on parle des fibres d'amiante, bien, on est au niveau C1 parce qu'on a établi qu'il y avait un lien. Donc, on a démontré que chez l'humain, ça pouvait être un effet. J'ai aussi pensé à l'amiante parce que lorsqu'on en parle, on parle de fibres et jusqu'où ça peut être si petit. Est-ce que je peux faire une corrélation avec mes nanotubes de carbone? Et je me suis aussi interrogée en disant, est-ce qu'on doit se limiter uniquement à respecter la lettre de la loi? Donc, ce qu'il y a décrit et dire, voici la norme, voici le seuil acceptable, je surveille et c'est parfait. Ou est-ce que je dois plutôt avoir un comportement où je m'associe à l'esprit de la loi? Donc, l'esprit de la loi me renvoie à l'objectif ultime qui était d'assurer la protection des travailleurs, donc au niveau de leur santé et de leur sécurité. Et pour répondre à cette question, je suis allée voir des textes qui ont été écrits par des collègues, donc Maître Muriel Drapeau et Maître Richard Maillot, qui nous dit « Il ne suffit pas que l'employeur respecte les dispositions réglementaires applicables à son établissement ou aux équipements de production. Il doit prolonger son effort au-delà de la norme en présence d'une source de danger. » Donc, si cet après-midi, on est convaincu que l'utilisation des nanotubes de carbone, donc un exemple des nanotechnologies, peut être considérée comme une source de danger, je ne peux pas me réfugier et dire « il n'y a pas de norme, je ne fais rien ». Même s'il y avait une norme, je devrais aller au-delà de celle-ci s'il y a un danger pour le citoyen. Alors, face au développement technologique, je vous ai simplement donné l'exemple des nanotechnologies. Comment on peut identifier, caractériser, contrôler le danger, qui pourtant est une étape cruciale lorsqu'on parle de gestion des risques. C'est à la base même de ce qu'il faut faire. Et malheureusement, le législateur n'est pas toujours en mesure de nous apporter la solution. Alors, je vous remercie pour votre attention et ça va me faire grand plaisir de recevoir vos questions, vos commentaires face à la brève présentation que j'ai faite. Merci.